Est-ce qu'un simple chèque, un chèque de 6 millions de dollars juste pour réparer une vieille toiture et calfeutrer des fenêtres, peut réellement sauver tout un quartier d'une vague de gentrification? C'est la grande question, en fait. Exactement. Et aujourd'hui, on est le 26 avril 2026, ce qui veut dire que dans exactement 8 jours, le 4 mai, il y a un chantier public majeur qui va s'ouvrir. Un chantier qui va faire couler beaucoup d'encre, ouais. C'est clair. Parce que habituellement, quand on parle de travaux d'infrastructure, on s'imagine tout de suite des cônes oranges, de l'asphalte coulé à la va-vite. Les fameux détours interminables. Voilà, les détours interminables qu'on connaît bien. Mais notre exploration d'aujourd'hui, elle s'appuie sur des dossiers super fouillés. On a des reportages en texte et en audio qui viennent de wikiresidence.ca et infodrone.ca. Ouais, des sources vraiment solides. Et ça porte un titre assez évocateur, c'est le renouveau de l'ancien marché Maisonneuve. Et ce qu'on découvre là-dedans, c'est que ce n'est pas du tout une simple rénovation de routine. Non, c'est loin, très loin d'être un banal entretien d'immeuble. C'est l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve injecte une somme colossale pour restaurer un seul bâtiment. 6 millions, oui. Et quand on lit les documents, on voit que derrière ce montant se cache une dynamique urbaine redoutable. En fait, on utilise l'architecture presque comme une arme défensive. Une arme défensive, j'aime bien le terme, et c'est justement la mission de notre analyse aujourd'hui. L'objectif pour nous, ce n'est pas juste de faire l'inventaire des briques, tu sais, ou des tuyaux de plomberie. Ce serait un peu ennuyeux. Carrément. L'idée, c'est vraiment de comprendre par quel mécanisme précis un investissement dans de vieilles pierres se transforme en stratégie de survie identitaire pour toute une population. Et il faut faire attention parce que les sources pointent vers un paradoxe vraiment fascinant qu'on va devoir explorer tout à l'heure. Ah oui, le fameux paradoxe. Et si le fait de protéger l'âme d'un quartier le rendait soudainement trop cher pour ceux qui y habitent? C'est le risque, oui. Bon, décortiquons tout ça. Qu'est-ce qui justifie une telle urgence? Et surtout, pourquoi ce bâtiment précis nécessite-t-il un tel déploiement de force maintenant, en ce moment même? Mais pour comprendre l'urgence, il faut d'abord poser le cadre historique, en fait. Il faut réaliser ce qu'on est en train de manipuler. On ne parle pas d'un entrepôt Ikea, là. Non, on ne répare pas un entrepôt générique. L'ancien marché Maisonneuve, qui a été érigé entre 1912 et 1914, c'est une véritable anomalie architecturale. Ouais, conçu par Marius Dufresne. Exactement, l'architecte et ingénieur Marius Dufresne. Et à cette époque-là, la cité de Maisonneuve, c'était une municipalité complètement indépendante de Montréal. Avec de grandes ambitions, si je me souviens bien. Ah, des ambitions démesurées. Ses dirigeants voulaient en faire le Pittsburgh du Canada. Un géant industriel, mais, et c'est là que c'est fou, avec l'esthétique monumentale des grandes capitales européennes. Inspiré du mouvement City Beautiful, c'est ça? Tout à fait. Donc, ce marché, il n'a jamais été pensé pour être juste un petit comptoir à légumes de quartier. Avec sa coupole, ses immenses arcades, la pierre de taille, c'était vraiment une déclaration de puissance monumentale. L'arrogance d'une jeune cité gravée dans la pierre. C'est fou. Ouais, c'est exactement ça. Ce qui explique du coup pourquoi on ne peut pas confier ces travaux à n'importe qui aujourd'hui. L'enveloppe extérieure a plus d'un siècle et elle montre des signes évidents de fatigue. C'est inévitable après 100 ans, hein. Bien sûr. Et le calendrier imposé, il est d'une précision militaire. Le coup d'envoi, c'est le 4 mai 2026. L'été et l'automne, ça va être consacré à une phase active, assez brutale, pour colmater l'enveloppe extérieure, la maçonnerie et la toiture des marquises. Et après, on rentre à l'intérieur pour l'hiver. Voilà, l'hiver 2026-2027 servira de cocon pour les travaux intérieurs, avec une livraison prévue au printemps 2027. Franchement, en lisant ça, je suis fascinée. J'ai l'impression qu'on traite cet édifice comme une voiture de collection inestimable qu'on amènerait chez un mécanicien ultra spécialisé. C'est une bonne image. Bah oui, on ne change pas le pare-choc d'une telle voiture avec du plastique moderne en spoilé. L'analogie de la voiture est super. Ça montre bien le côté précieux. Mais en fait, elle atteint vite ses limites quand on plonge dans les détails techniques du projet. Ah bon? Pourquoi? Une voiture, tu peux la démonter pièce par pièce dans un garage stérile, bien au chaud. Un bâtiment de cette envergure, lui, il est ancré dans le sol, il est soumis au climat extrême de Montréal. Oui, la neige, le gel, le dégel. Exactement. C'est plutôt comme opérer un patient à cœur ouvert pendant qu'il court un marathon. Oh waouh! L'image est forte. Prends la restauration des fenêtres en bois d'origine, par exemple. Les sources précisent qu'il faut les sceller pour le siècle à venir. On ne peut pas juste aller chercher du mastic à la quincaillerie du coin. Effectivement, j'imagine que le bois de 1912 ne réagit pas du tout de la même manière que les matériaux qu'on achète aujourd'hui. Pas du tout.
Mais alors, comment on fait pour sceller un matériau organique vieux d'un siècle sans le détruire, sans l'étouffer? C'est un processus qui est à la fois chimique et artisanal, super complexe. Ce bois ancien a une densité spécifique, il a séché, il a travaillé pendant plus de 100 ans. Donc on ne peut pas le traiter comme du bois neuf? Non, pas du tout. Les artisans doivent utiliser des résines de consolidation spéciales. Elles pénètrent la fibre endommagée, mais, et c'est crucial, sans bloquer la capacité du bois à évaporer l'humidité. Parce que sinon ça pourrit. Exactement. Si on emprisonne de l'humidité sous un scellant moderne, qui est imperméable, le bois va littéralement pourrir de l'intérieur en moins de 5 ans. Ah oui, 5 ans pour ruiner un siècle d'histoire. C'est ça. Et l'objectif déclaré par la ville de Montréal, le maître d'ouvrage, c'est que cette façade traverse le prochain siècle sans aucun encombre. C'est ambitieux. Très. Et ça demande une ingénierie des matériaux de pointe qui est camouflée sous des techniques d'artisanat d'art traditionnel. Donc, si je résume, on crée une véritable forteresse moderne à l'extérieur, tout en gardant, visuellement, l'illusion parfaite de 1912. C'est exactement l'idée. Mais ça crée un problème massif en chaîne, non? Parce que si on scelle hermétiquement une coquille centenaire, une coquille qui à l'époque était justement conçue pour laisser passer l'air à travers les courants d'air naturels, Ouais, la ventilation naturelle de l'époque. voilà, on change complètement la façon dont le bâtiment respire du coup. Et ça nous plonge directement dans le véritable cauchemar de ce chantier, adapter les entrailles de la bête. Et quelles entrailles? Bah oui, on a un espace qui doit accueillir du public d'aujourd'hui, donc il faut intégrer des normes de sécurité, de prévention des incendies, d'accessibilité de 2026, mais dans des murs qui ont été pensés avant la Première Guerre mondiale. Et c'est là que ça devient fascinant. Ce qui est fascinant ici, c'est que l'architecture de Marius Dufresne devient presque un organisme hôte. Un organisme hôte? Ouais, dans lequel on doit greffer un système nerveux ultramoderne. Le bâtiment devient une sorte de cyborg architectural, en fait. Un cyborg architectural, j'adore le concept, mais ça doit être un cauchemar à réaliser. Oh, c'est un vrai champ de mine pour les ingénieurs. Prenons juste l'inifugation, qui prend une grande place dans les documents. La protection contre le feu, ouais. Exact. La structure comporte des éléments porteurs qui ne répondent plus du tout aux normes incendie actuelles. Sauf qu'on ne peut pas simplement les recouvrir avec des panneaux de gypse laid et modernes. Bah non, ça détruirait complètement l'esthétique patrimoniale. Voilà. Alors, comment on contourne ce problème? Parce que les sources parlent de matériaux inifugeuses, mais concrètement, comment on peut protéger une charpente sans la cacher? Eh bien, en utilisant ce qu'on appelle des revêtements intumescents. Intumescent, c'est quoi ça? C'était une technologie brillante. Ce sont en gros des peintures ou des vernis transparents qu'on applique directement sur les éléments architecturaux anciens. Et ça ne se voit pas? À température ambiante, c'est totalement invisible. Ton œil ne voit que le bois d'origine ou l'acier de l'époque. Ok. Mais s'il y a un incendie et que la chaleur atteint un certain seuil critique, ce vernis réagit chimiquement. Il se met à gonfler massivement. Il gonfle chimiquement. Ouais, il crée une épaisse couche de charbon isolante. Et cette couche retarde la combustion de l'élément porteur. Ça donne aux occupants le temps nécessaire pour évacuer. Mais c'est de la pure science-fiction appliquée à l'histoire, c'est incroyable. C'est de l'ingénierie moléculaire au service de la préservation, oui. Et le pire, c'est que ça ne s'arrête pas là. J'ai vu un autre défi technique majeur mentionné dans les rapports, Vas-y, dis-moi. le remplacement complet de l'entrée d'eau, la mésonorme des issues de secours, et surtout, et là je bloque un peu, l'ajout d'un tout nouvel escalier d'issue qui relie le rez-de-chaussée au 2e étage, ainsi qu'une modernisation totale de l'ascenseur. Ah oui, l'ascenseur. C'est un gros morceau. Là, j'avoue que la logique m'échappe. Si le bâtiment est classé patrimonial, on ne peut pas juste arriver avec une équipe de démolition, identifier le mur porteur le plus gênant de 1912 et l'abattre à coups de masse pour y glisser une cage d'ascenseur. Ça finirait très mal, en effet. Comment on installe un ascenseur lourd, moderne, dans une structure qui n'a jamais été calculée pour en supporter le poids ou les vibrations? Si on abattait un mur porteur de cette époque, tout le système d'équilibre des charges s'effondrerait. Notre intuition nous trompe souvent avec ces vieux bâtiments. C'est-à-dire? Les gros murs extérieurs en pierre, ils ne sont pas juste là pour faire joli ou pour le décor. Ils tiennent tout l'ensemble. Donc on ne touche pas au mur. Exact. Alors, pour intégrer un nouvel ascenseur ou un escalier lourd sans déstabiliser l'édifice, les ingénieurs utilisent des cages autoportantes. C'est-à-dire une structure qui s'ignore complètement du reste du bâtiment. Exactement. Au lieu d'accrocher le nouvel ascenseur au vieux mur qui pourrait être fragilisé, on fore directement dans le sol du sous-sol. À l'intérieur même du bâtiment. Ouais, à l'intérieur. On y coule de nouveaux micropieux, de toutes nouvelles fondations, complètement indépendantes. Et sur ces micropieux, on érige une tour en acier.
Ok, je visualise. C'est une colonne vertébrale autonome qui monte à travers les planchers et l'ascenseur circule à l'intérieur de cette tour. L'ancien bâtiment de 1912, il agit simplement comme une manche de manteau autour d'un bras. Oh, d'accord. Donc les deux structures ne se touchent presque pas. C'est ça, elles cohabitent. Ça permet de répondre aux normes de sécurité draconiennes de 2026 sans rajouter un seul gramme de tension sur les fondations centenaires. Le niveau de prouesse technique est hallucinant. Mais forcément, tout ce déploiement d'ingénieurs spécialisés, les chimistes pour les vernis, les forages millimétrés dans une cave de 1912, ça a un coût astronomique. Évidemment, oui. Ce qui nous amène à la question épineuse de la justification de la facture. L'enveloppe budgétaire frôle les 6 millions de dollars. Un gros chèque. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça vient du plan décennal d'immobilisation de la ville de Montréal et des budgets de l'arrondissement. Mais soyons cyniques une seconde. Allons-y. Quand on regarde la pression actuelle sur les finances publiques, pourquoi ne pas tout simplement faire venir les bulldozers ? C'est la réaction instinctive de beaucoup de gens, c'est vrai. Mathématiquement, ne serait-il pas 1000 fois plus simple et peut-être même moins cher à long terme de raser cette structure pour construire un bâtiment communautaire neuf, un cube ultra éco-énergétique avec du triple vitrage, des matériaux standards, plutôt que de s'obstiner à injecter des millions pour faire cohabiter des micropieux et de la pierre de taille? C'est la réaction typique de la plupart des comptables face à un bâtiment patrimonial, tu sais. Je comprends les comptables pour le coup. Ouais, mais l'analyse de cycle de vie révèle une toute autre réalité. Et c'est ce que les urbanistes défendent dans ces documents. Raser un bâtiment massif de 1912, ça implique des coûts faramineux de démolition. Il faut tout enlever, c'est sûr. Et enfouir des milliers de tonnes de gravats. Sans parler de la perte de ce qu'on appelle l'énergie grise. L'énergie grise. Oui, toute l'énergie qui a déjà été dépensée il y a un siècle pour extraire, transporter et tailler ces pierres. C'est un gaspillage écologique énorme de jeter ça. C'est vrai qu'on n'y pense pas toujours. Et ensuite, il y a la question de la durabilité de la nouvelle construction. Une boîte en verre et en acier moderne, conçue selon les standards économiques actuels. Tu sais quelle est son espérance de vie avant de nécessiter des travaux majeurs? Je ne sais pas, 80 ans? Plutôt 40 à 50 ans, en fait. Ah, d'accord. Seulement. Alors qu'ici, on a affaire à des matériaux qui ont déjà prouvé qu'ils pouvaient tenir un siècle. Donc si je te suis, si on investit 6 millions aujourd'hui pour refaire les joints de maçonnerie et sceller la toiture selon les règles de l'art, ce bâtiment restera debout pour un autre siècle entier? Si l'on relie ça à la situation globale, oui, voilà. L'investissement initial est lourd, c'est indéniable. Mais il se dilue sur une période que la construction moderne ne peut tout simplement pas garantir. C'est une vraie vision à long terme en fait. On évite le cycle infernal de la démolition et de la reconstruction tous les 50 ans. Exactement. Et puis, au-delà de la stricte mathématique de la construction, les sources mettent en lumière un autre chiffre crucial. L'effet de levier économique sur le quartier. Ah, ça, c'est fondamental. Le marché Maisonneuve, c'est un pôle qui attire plus de 450 000 visiteurs par an. Et il est situé dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga à Maisonneuve, où la population est en forte croissance. On parle de plus de 139 000 habitants aujourd'hui. C'est un bassin de population énorme. Il faut s'imaginer la rue Ontario, juste à côté. C'est un écosystème assez fragile de petits commerces, de boulangeries indépendantes, de cafés de quartier. Si on remplaçait le marché par un cube en béton sans âme, on tuerait la dynamique de tout ce secteur. Et les chiffres le prouvent, d'ailleurs. Historiquement, les études urbaines démontrent que la restauration soignée d'un point d'ancrage patrimonial génère une hausse de valeur. De quel ordre? On estime une hausse de 5 à 8% de la valeur foncière pour les immeubles adjacents. C'est un véritable moteur économique. Donc ça profite à tout le monde autour. En maintenant la beauté monumentale du marché, la ville consolide l'attractivité du pôle commercial. Elle encourage la rétention des commerces locaux. Le bâtiment, ce n'est pas un musée passif, c'est une ancre de stabilité pour tout le milieu des affaires environnant. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Donc le mythe du patrimoine comme étant juste un gouffre financier, il est démonté. Totalement. Et c'est là qu'on arrive au point le plus profond de notre exploration. Si on gratte un peu sous la surface de cet argument économique, on réalise que l'impact le plus puissant, ce n'est ni la durabilité de la pierre, ni la valeur foncière. Non, c'est l'impact social. Exact! Le vrai cœur du sujet, c'est l'humain. C'est la dynamique sociale d'Hochelaga Maisonneuve. C'est un quartier historiquement ouvrier qui a connu des périodes économiques sombres et qui a une identité forgée dans la résilience. Absolument. D'ailleurs, l'ancien marché abrite aujourd'hui des organismes communautaires essentiels, des services directs à la population. Au sous-sol et au rez-de-chaussée, c'est ça.
Oui, le réaménagement prévu vise à optimiser ces espaces pour que ces groupes puissent mieux fonctionner au quotidien. Et c'est là que l'accessibilité universelle prend tout son sens sociologique. L'histoire des nouveaux ascenseurs, on y revient. Exactement. En adaptant parfaitement le bâtiment pour les personnes à mobilité réduite, on gomme les barrières physiques d'une architecture ancienne qui était souvent excluante, faut le dire. C'est un geste fort. L'arrondissement envoie un message clair. Ce monument de prestige, il appartient à tous, sans exception. On ne laisse personne sur le trottoir de l'histoire. Et ça, c'est un point majeur face au phénomène de gentrification qui dévore nos métropoles. La gentrification, elle a souvent cette habitude un peu pernicieuse d'effacer le passé ouvrier pour le remplacer par une esthétique super générique, aseptisée. On connaît tous ça. On rase l'usine pour faire des lofts. On rase le marché populaire pour faire des condos en verre. Mais ici, les documents soulignent une stratégie de city branding, une image de marque urbaine basée sur l'authenticité. C'est le mot-clé, l'authenticité. Les urbanistes du projet l'expriment très clairement. Je cite: prendre soin de notre patrimoine, c'est respecter notre passé tout en offrant un milieu de vie prestigieux et durable aux générations futures. L'authenticité est devenue une vraie valeur refuge. Et du coup, l'architecture devient le bouclier. C'est ça. En préservant ce mastodonte de pierre, la ville impose physiquement et symboliquement l'identité ouvrière et populaire de Maisonneuve dans le paysage urbain. On dit aux promoteurs: voici la norme de qualité, vous ne pouvez pas juste construire du générique ici. Voilà, le patrimoine n'est plus vu comme une simple relique nostalgique, il est instrumentalisé pour dicter les termes du développement futur du quartier. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Ça signifie que réparer une toiture et sceller des fenêtres, dans ce contexte bien précis, c'est un acte de résistance urbaine. C'est une belle façon de le voir. C'est protéger les murs pour protéger les gens qui vivent à l'intérieur et autour de ces murs. C'est utiliser la monumentalité de 1912 pour affirmer que les résidents actuels méritent eux aussi le prestige et la beauté d'un espace civique de première classe. Tout à fait. Qu'on vive à Montréal, à Tokyo, à Paris ou à Berlin, pour quiconque nous écoute, la lutte est la même. Comment moderniser sans détruire l'âme de la ville? Et ce chantier se veut la preuve qu'on peut allier la technologie de pointe, comme ces vernis intumescents dont tu parlais. Ou les micro-pieux. Voilà, les micro-pieux, avec un respect absolu de l'histoire locale. C'est la théorie défendue avec ferveur par les concepteurs du projet, c'est indéniable. L'intention est noble et, honnêtement, l'ingénierie est brillante. Mais je sens un mais arriver. Oui, il y a un grand mais. Cela soulève une question importante. Quand on prend un peu de recul et qu'on relie tous ces éléments, l'analyse globale révèle un paradoxe vertigineux. Un paradoxe que les rapports officiels n'abordent qu'à demi-mot. Ah, c'est le fameux paradoxe dont on parlait tout à l'heure, au début. Précisément. Si la stratégie, c'est d'utiliser la beauté patrimoniale comme un bouclier pour protéger l'identité populaire et ouvrière face à la gentrification, regardons les effets mécaniques. Ok, décortiquons ça. On restaure un joyau de l'architecture beaux-arts. On lui redonne tout son prestige d'antan. Et comme on l'a souligné avec les statistiques économiques tout à l'heure, cela va inévitablement générer une hausse de 5% à 8% de la valeur foncière de tous les immeubles adjacents. Ce qui est une bonne nouvelle pour les finances de la ville, théoriquement. Ça fait plus de taxes. Pour les revenus fonciers de la ville, oui, c'est génial. Pour les propriétaires d'immeubles, c'est super. Mais que se passe-t-il pour les locataires à Exem? Pour les petits commerçants de la rue Ontario? Ou pour la population ouvrière historique du quartier? Ah, je vois où tu veux en venir. Si la valeur des bâtiments autour du marché augmente de 8%, les propriétaires vont inévitablement augmenter les loyers commerciaux et résidentiels. Donc la petite boulangerie de quartier indépendante risque de ne plus pouvoir payer son bail? Exactement. Et elle finira remplacée par une chaîne de café haut de gamme. Le locataire de longue date, lui, ne pourra plus assumer la hausse de son loyer. Autrement dit, cette restauration magnifique qui est financée par des fonds publics justement pour préserver l'âme du quartier, Elle risque de créer l'étincelle économique qui chassera la population même qu'elle était censée honorer. C'est la cruauté de la dynamique urbaine. Le bouclier anti-gentrification pourrait se transformer, malgré lui, en l'accélérateur le plus puissant de cette même gentrification. c'est une perspective qui donne froid dans le dos, franchement. C'est comme si, pour reprendre notre toute première image, on restaurait tellement bien cette voiture de collection que ses propriétaires originaux n'auraient plus les moyens de payer l'assurance pour la conduire. C'est exactement ça. On fige le bâtiment pour l'éternité, mais on remplace imperceptiblement les visages qui l'entourent.
C'est un dilemme fascinant, une tension vraiment irrésolue entre la beauté architecturale et l'équité sociale. Une question sans réponse facile à méditer pour quiconque passera devant des échafaudages sur un monument historique. Et c'est sur cette réflexion vertigineuse que nous refermons notre exploration d'aujourd'hui.